comment vivre ensemble sur une planète aux ressources limitées? Alors, je vais me limiter, bien sûr, au point de vue de l'agronome. Sur cette planète, que s'est-il passé depuis quelques années? En 1960, nous étions 3 milliards d'habitants. En 2000, 6 milliards d'habitants, doublement de la population de la planète. Un phénomène jamais rencontré dans l'histoire de l'humanité. Et donc, pendant cette même période, il s'est passé ce qu'on a appelé la révolution verte, c'est-à-dire l'utilisation de semences plus efficaces partout à travers le monde, et la production agricole a été multipliée par 2,4 pendant cette période où la population était doublée. Donc, en 2000, il y avait assez à manger pour l'ensemble des habitants de la planète. Mais pendant cette évolution de production agricole croissante, de fait, à l'époque, on ne savait pas le problème de la pression sur les ressources naturelles. On n'avait pas l'expérience d'un tel besoin de production. Et donc, on a trop pesé par endroits sur la consommation d'eau, par endroits sur la biodiversité. On a consommé trop de carbone fossile, d'où le réchauffement climatique. Et donc, on se retrouve avec une production agricole suffisante aujourd'hui pour nourrir les 7 milliards d'habitants aujourd'hui, mais des pressions sur les ressources naturelles. Et ce sera bien l'enjeu des années à venir. Parce que la question, désormais, c'est comment nourrir non plus 7 milliards que nous sommes aujourd'hui, mais comment nourrir 9 milliards d'habitants que nous serons vraisemblablement autour des années 2050. Alors, comment nourrir les 9 milliards d'habitants qui sont attendus sur la planète en 2050? De fait, on a besoin de produire plus. La FAO nous dit à peu près 60%. Mais également des choses auxquelles on pense moins, réduire les pertes et gaspillages. En Afrique, ce sera plutôt au champ ou dans les systèmes de conservation où il y a beaucoup de pertes. Chez nous, ce sera plutôt dans la chaîne de distribution, dans la restauration ou chez le consommateur. Deuxième élément, modérer les régimes alimentaires dans les pays qui mangent trop. Dans nos pays, de fait, on mange beaucoup plus que les 3000 kilocalories en moyenne, enfin on a accès à beaucoup plus que les 3000 kilocalories en moyenne nécessaires par personne et par jour. Donc modérer les régimes alimentaires dans les pays qui mangent trop, et bien sûr faire en sorte que les pays qui n'ont pas assez pour l'instant de ce qu'ils souhaitent aient accès à cette alimentation. Le troisième élément, c'est évidemment d'intervenir sur l'agriculture, sur la production elle-même, de réinvestir dans l'agriculture, de réinvestir dans la recherche, dans l'innovation, de réinvestir dans les infrastructures, dans la formation, pour mettre en place des modes de production agricole, ce qu'on appelle durables, donc qui permettent de maintenir les ressources naturelles satisfaisantes pour les générations suivantes et qui en même temps permettent d'augmenter cette production agricole dans les différentes zones du monde. Mais le sujet, c'est évidemment que les conditions climatiques sont en évolution. Et donc, la question de savoir comment nourrir et comment augmenter la production dans les années qui viennent est très largement liée à notre adaptation et à notre atténuation du changement climatique. Alors, les dérèglements climatiques ont d'ores et déjà une influence sur la production agricole dans le monde. Et même en France, en Europe et un peu partout, les variétés, par exemple de blé, qui sont cultivées ne sont plus adaptées aux conditions qu'elles rencontrent. Quelques jours de sécheresse en Champagne ou en Île-de-France, quelques jours avec trop d'eau, et le grain ne se remplit plus comme auparavant. Donc, d'ores et déjà, il faut penser à adapter les cultures, et bien sûr, ce que je dis pour l'agriculture est encore plus vrai pour les forêts qui vont rester des dizaines d'années en place. Alors, non seulement il faut s'adapter, mais également l'agriculture peut contribuer à atténuer le changement climatique, à le modérer. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est le stockage de carbone dans les sols agricoles. De fait, la matière organique dans les sols contient du carbone et comme vous le savez, un des gaz très importants à effet de serre, c'est le gaz carbonique. Et donc contribuer à stocker du carbone dans les sols, c'est une manière d'absorber une partie de ce carbone dans les sols. Et des sols vivants, avec beaucoup de matière organique, stockent énormément de carbone.
c'est le premier stock de carbone à la surface de la planète. Le deuxième élément, c'est la substitution. Quand, au lieu d'utiliser un carbone fossile, comme le charbon ou le pétrole, on utilise un carbone d'origine renouvelable. Dès lors, en équilibre, si vous voulez, en bilan global, on va de fait moins dégager de carbone dans l'atmosphère puisqu'on en aura consommé, les plantes pour grandir auront consommé du carbone. Le troisième moyen, c'est de diminuer le dégagement de méthane ou d'oxyde d'azote. Le méthane, vous le savez, c'est à peu près la moitié d'origine des superficies humides, genre rizières ou tourbières, et la moitié le dégagement de la digestion des ruminants. Et donc on cherche en ce moment, les chercheurs innovent pas mal pour voir comment diminuer ces dégagements de méthane. Donc les scientifiques sont en train de travailler sur chacun de ces facteurs individuellement et sur les bilans globaux. Comment la science va-t-elle aider à relever ces grands défis? Un défi d'adaptation, par exemple. Comment faire en sorte que les variétés qu'on va cultiver soient plus adaptées à ces épisodes de sécheresse ou ces épisodes d'inondation des sols à un moment donné? Donc, comment sélectionner plus vite des végétaux adaptés? Comment, pour résoudre un problème qui a toujours été le rêve de l'agronome, comment rendre les céréales capables d'absorber l'azote de l'air? Puisque si les céréales peuvent absorber l'azote de l'air, comme le font les légumineuses aujourd'hui grâce à leur système racinaire, à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'apporter ces engrais azotés qui sont la moitié de la consommation d'énergie des cultures. Alors comment faire? Ce sont des recherches sur le milieu microbien qui entoure les racines et sur l'ensemencement par quelques micro-organismes ou champignons qui permettraient à ces céréales d'être capables d'absorber l'azote de l'air. Et ça n'est pas totalement futuriste. Des recherches actuellement montrent qu'on pourrait y arriver. Autre sujet, comment atténuer le dégagement de méthane par les ruminants? On va travailler sur le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans le rumen des animaux, et en modifiant, en influençant ce microbiote par tel ou tel type d'alimentation, par tel ou tel supplément type, alors c'est bien sûr pas yaourt, mais telle ou telle mixture vivante, on peut travailler sur l'efficacité alimentaire de ce mélange de microbes des animaux et diminuer le dégagement de méthane. Donc, par toutes ces techniques, finalement, rendre les cultures ou l'élevage plus économes et les rendre moins contributeurs au dégagement de gaz à effet de serre. Alors, dans le domaine que je connais, dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, s'il y avait 3 choses à changer, je dirais la première chose, il faudrait sans doute donner une valeur à la création de biens environnementaux. C'est-à-dire, si vous encouragez par une incitation économique la réduction de dégagement de gaz à effet de serre, eh bien, ça va changer les décisions individuelles des acteurs, notamment des agriculteurs, de tous les opérateurs, et vous leur permettrez à ce moment-là d'avoir des pratiques qui non seulement leur permettent de produire le produit alimentaire, qui est leur métier premier, leur vocation, mais qui aussi leur permettraient de changer leurs pratiques pour produire des biens environnementaux collectifs. La deuxième chose à changer, c'est peut-être, là c'est plus dans le système global de distribution alimentaire, éviter les boissons sucrées, éviter les aliments trop gras, permettre que partout sur la planète, on puisse avoir accès, donc c'est une question de réseau de distribution, de disponibilité, qu'on puisse avoir accès à des aliments, disons, équilibrés, pour pouvoir construire une alimentation équilibrée où qu'on soit sur la planète. Mon troisième souhait, c'est en matière de formation et d'accès à un marché. Je connais bien, par exemple, l'Afrique, où il y a des problèmes agricoles et alimentaires extrêmement aigus selon les endroits. Et au fond, pouvoir former aux pratiques d'hygiène, pouvoir partager la manière de préparer certains aliments, pouvoir investir pour éviter les pertes dans des silos mal aérés, pour que finalement chaque enfant, chaque adulte sur la planète ait accès
à une alimentation équilibrée.